il est le directeur exécutif de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Bonsoir Monsieur Kane et merci d'être là. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. On va commencer par cette nouvelle qui a frappé le secteur privé national avec le rappel à Dieu du président Mansour Kama. Aujourd'hui, que faudrait-il retenir de l'homme et de son parcours? Merci, merci Madame, c'est une question redoutable. S'il faut résumer Mansour, c'est un exercice tellement périlleux que j'hésiterai. Mais disons, je vais essayer de dire ce que j'en sais. Hein, quelques mots qui reprennent un peu ce qui a été dit depuis ce matin, depuis hier d'ailleurs. C'est sa rigueur déjà, c'est son humanité, c'est une élégance dans la parole, dans les gestes, c'est le sens de la solidarité du partage, c'est le sens de la parole donnée, c'est celui qui a su résister, il est resté debout jusqu'à la fin, c'est un croyant. Je pense que Mansour et le résumé, c'est le concentré de tout ce que nous avons de bon. Quand je revois les livres, quand j'écoute les personnes nous ramener vers un passé, en termes d'éducation, de culture, je pense que je retrouve dans Mansour le résumé de tout ça, tout ce qui nous est conseillé. C'est aussi un homme d'affaires hors pair. Du Sénégal, c'est un peu connu, mais moins connu à l'extérieur. Il avait une dimension internationale. C'est un médiateur, un négociateur, hors pair aussi. C'est quelqu'un surtout, et ce qu'il faudra revenir en tant que Sénégalais, qui faisait du Sénégal son désir de vivre. Mansour, c'était le Sénégal. Quels étaient vos rapports? Vous rentrez dans une intimité qui ramène à très loin. Mansour, c'est quelqu'un qui a... Je l'ai observé, c'est une approche personnelle dans sa démarche. On avait quelque chose en commun. Je pense qu'il y a un sens que nous avions de la dignité. Je l'ai observé, il a beaucoup fait pour le pays. Il a toujours donné sans jamais attendre. J'ai traversé une période assez difficile avec un de mes enfants. Et à chaque fois, le fait qu'il revenait toujours vers moi, chaque jour en me demandant l'état de santé, ça m'a marqué. Ça ne peut pas vous laisser indifférent. Et à la veille, au lendemain de l'alternance, c'est vrai, beaucoup de personnes, au regard de l'amitié qu'il avait avec le président Abdou Diouf, ont déjà prédit sa disparition, que c'était fini pour lui. Pour moi, ce n'était pas possible. Et c'est quoi son secret? Pourquoi il a su survivre justement à ça? Non, parce que c'est vrai, il m'a appris beaucoup de choses. C'est à croire en Dieu. Ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas des clauses de style. Il y croyait fondamentalement. À chaque fois, il me disait, comme disent les Wolof, Yalla Nelawul, Yalla du Djoum, rendons-lui grâce, quelle que soit la situation. Les gens le disent, ils le répètent mécaniquement, lui, il le vivait. Et pendant toutes les années que j'ai été à côté de lui, j'ai su que c'était quelque chose qui était en courant. C'était de l'éducation qu'il avait reçue ou bien une conviction personnelle. Mais en tout cas, il vivait de telle manière que rien ne pouvait l'atteindre. Contrairement à ce que les gens pensent, je pense que toute sa vie durant, très peu de choses ont été Mansour. En tout cas, très peu de choses de personnel. Mais quand c'était le pays qui était en jeu, il était attaqué. Et ça, je le savais. Et est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée? C'est vrai que nous sommes en période de deuil, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de ses derniers vœux et ou combats, ses derniers souhaits? Ses convictions d'ailleurs, je pense que c'est important. Un homme d'ailleurs, c'est des convictions. Mansour pensait que le Sénégal pouvait s'en sortir. Il pensait que l'Afrique pouvait s'en sortir. Et qu'il fallait simplement le prendre par le bon bout. Mansour, son combat, c'était ce que vous avez tous suivi ces dernières années. C'était ce qui nous est revenu depuis 1983, ce qui nous est revenu et qui est un mot qui a été révélé suite à la Covid et qui sera seulement le jour d'après, comme on le dit, c'était une sorte de souveraineté économique. Que les gens ne se donnent pas entièrement de manière aveugle à la mondialisation. Que les gens se ressentent sur ce qu'ils ont de mieux, ce qu'ils doivent pouvoir faire. Mansour pensait que chaque pays doit pouvoir se sentir. Il pensait que le Sénégal doit pouvoir se développer de manière endogène avec vraiment une dynamique auto-entretenue. Et c'est pour ça qu'il a mené des combats dans l'économie, avec ce que vous savez très bien, vous nous avez suivis, avec les journées économiques que nous avons pour animer les régions, avec vraiment faire en sorte, comme il le disait, le premier est national, mais les solutions sont locales. Et je pense que son combat, c'est de faire en sorte que les régions émergent, que le Sénégal puisse, malgré la faiblesse de sa puissance, rayonner dans le monde. Il a vraiment été quelqu'un qui a beaucoup contribué aux relations entre le Sénégal et les pays asiatiques.
il a mené un combat de diversification. Il a toujours dit qu'il est hors de question que le Sénégal n'ait son pôle comme interlocuteur. Il s'est battu pour que le Sénégal diversifie ses relations, mais que le Sénégal puisse, malgré sa taille, pouvoir compter parmi les États. Son combat pour le secteur privé national est connu de tous. Mais aujourd'hui, le chantier semble être entier jusqu'à présent. Les difficultés des entreprises locales sont toujours là. Certaines peinent encore à bénéficier des marchés publics. Que faudrait-il aujourd'hui faire pour que son combat ou son action de tous les jours ne soit pas vaine? Je pense qu'il y a déjà continué le combat. Vous savez, il y a des œuvres qui ne sont pas menées et terminées par une seule personne, ni par une seule génération d'ailleurs. Il faut y croire. Il faut que nous, les 16 millions de Sénégalais, plus ceux qui viendront nous rejoindre, puissent croire que le Sénégal pourra s'en sortir. C'est une question de dignité et de responsabilité individuelle. Je pense que le combat, pour aller aux réponses, moi, ce que tout le monde dit, continuer son travail, c'est faire en sorte d'être entendu par ceux qui dirigent, toujours entendu, être entendu par ceux qui sont à l'œuvre, les acteurs économiques. Mansour n'a jamais été tendre, ni avec les régimes, quels qu'ils en soient, n'a pas été complaisant. Il a toujours accepté quand c'était acceptable et refusé quand c'était pas. Mais il n'a jamais été tendre avec les opérateurs économiques. Les secteurs privés avaient son rôle. Et Mansour a toujours dit que chacun doit prendre ses responsabilités. La culture de la performance, les ajustements internes, comme il les appelait, quand on a la dévaluation, c'est des choses. La charge est la même pour l'État, pour les secteurs privés. Je pense que tous ceux qui l'ont écouté ont su effectivement que ce message, c'était le seul message qu'il a toujours délivré, y compris même les citoyens. Je pense que le Sénégal... En termes d'acquis, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire comme étant un élément palpable qui a pu être matérialisé grâce à son expérience? Vous savez, en 1985, quand on a créé le CNES à l'époque, c'était le Conseil, il y avait 3 exigences fondamentales qui ont fait que les Sénégalais, parce que l'histoire du secteur privé sénégalais, les gens ne s'en rendent pas compte. On a été un secteur privé qui a été créé par le colon, donc avec des intérêts étrangers. Et donc il a fallu après, au fur et à mesure, intégrer les Sénégalais dans ce jeu-là. Et c'est justement sur cette base, cette exigence d'avoir des Sénégalais pouvoir bénéficier vraiment de l'économie qu'on a créé le CNES à l'époque. Et il était question de faire avancer 3 principes. 1, la suppression de tous les monopoles qui étaient entre les mains soit de l'État, soit de certains grands groupes étrangers. Ça, je pense qu'on l'a réussi avec Mansour. La deuxième chose, c'est d'avoir la préférence nationale. La préférence nationale qui revient aujourd'hui, qui est vraiment partout. Macron, tout le monde parle de préférence nationale. Même le président Trump parle de préférence nationale. Et ensuite, il a voulu qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on diversifie, que ce soit plus seulement l'Europe, mais que tous les pays. Donc, tous ces chantiers aujourd'hui ont fait que nous avons pu avancer à avoir un secteur privé significatif. On l'oublie très souvent, mais en 1983, le secteur privé sénégalais était inexistant. Maintenant, on peut ne pas s'en rendre compte, mais il est évident que nous avons fait des avancées. Il n'a pas terminé tout le travail, nous n'avons pas terminé le travail, d'autres sont là, le combat se mène, mais il est évident que les difficultés dont vous parlez sont des difficultés sur la table, c'est sur la tablette, je pense qu'il faudra travailler là-dessus, ne serait-ce que pour le rendre hommage, parce que dans ses réalisations personnelles, on l'oublie très souvent, il a fait beaucoup de choses au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau bancaire, le financement des États, de certains États, notamment, y compris l'État du Sénégal, y compris la Côte d'Ivoire, beaucoup de Niger, il a fait beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Il a fait dans le domaine social énormément de choses. L'Institut pour l'éducation, pour l'amélioration des daras, c'est quelque chose il y a tellement de choses qui ont été faites par ce monsieur-là que sur le domaine rien que social, on ne peut pas tout citer. Mais on le perd aussi dans un contexte de Covid, de crise, où même les grandes puissances parlent de relocalisation, on parle justement d'une préférence nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver dans ces réflexions des ingrédients qui puissent aider aujourd'hui le Sénégal à répondre, à être au rendez-vous et à devenir plus résilient avant d'envisager la relance de l'économie? Je pense que l'histoire nous a donné raison, parce que moi j'ai longtemps j'étais avec lui, on était presque collaborateur pendant très longtemps. Et l'histoire nous a donné simplement parce que je pense qu'on est rentré dans la mondialisation en perdant et on y sortira en perdant. Parce que les fondamentaux n'ont pas été respectés. Il faut avoir la force, la vision, il faut avoir un certain nombre de choses pour pouvoir être gagnant de la mondialisation. Nous ne sommes pas une nation gagnante de la mondialisation parce que les prérequis, nous ne les avons pas. C'est essayer de faire en sorte de construire un secteur privé national fort. Il n'y a que les secteurs privés nationaux qui compétissent au niveau international. Et finalement, qui doit construire ce secteur privé national? Le secteur privé à la fois, mais c'est l'État. Dans tous les pays où vous avez l'émergence, c'est
essentiellement, c'est l'État. C'est l'État qui a été à la base, c'est l'État qui a écouté, c'est l'État qui a donné les moyens, c'est l'État qui a accompagné. Mais l'État qui est suivi quand les règles du jeu ont été faussées par le secteur privé. Est-ce que vous avez l'impression de n'avoir pas été audible? Je pense que parfois oui, dans beaucoup de cas non. Et malheureusement c'est ça. Mais je pense que c'est pas, il nous faut absolument, je pense que vous avez parlé de la Covid, la fin de la Covid, le jour d'après. Je pense qu'il est important aujourd'hui. Et ça, je pense que c'était un chantier que j'avais avec lui personnellement. Quand j'ai une réflexion, c'est qu'aujourd'hui c'est le nouveau départ. Il faut absolument qu'on puisse réfléchir. Le passé ne peut pas être reproduit parce qu'on aura les mêmes résultats. Je pense qu'il est important et je pense que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on devait faire avec lui, qu'on fera certainement, c'est prendre vraiment date pour pouvoir revoir, revisiter sans complaisance les acquis, en prenant les responsabilités, ce que doit faire le secteur privé et ce que doit faire l'État. Ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on fera. Parce que le jour d'après, c'est un jour de compétition féroce entre les États. Et si nous ne le faisons pas, nous aurons perdu. Et Mansour m'avait demandé qu'on puisse réfléchir immédiatement. J'ai ouvert les cahiers vraiment de l'après-Covid. Nous y travaillons là-dessus avec un groupe au niveau de la CNES. Rendre hommage à Mansour aujourd'hui, c'est rester fidèle à quelle valeur? Ce que tout le monde connaît, les témoignages d'aujourd'hui, passant des chefs religieux aux dames de Casamance, aux Sénégalais lambda, tous ces gens-là, je pense qu'ils ont résumé Mansour. C'est que lui rendre hommage, c'est préserver ses valeurs en les démultipliant, ne pas en perdre. C'est quoi? C'est avoir la dignité, pouvoir rester debout. Si dans ce pays, les gens se disent la vérité, que les gens arrêtent de se dire, de se raconter des histoires, excusez-moi du terme, de tout bord, que ce soit du secteur privé, que ce soit de l'administration, que ce soit des politiques, n'importe qui, je pense qu'on pourra s'en sortir. Il y a des choses que tout le monde sait, on ne le dit pas. Il faut travailler, je pense que le marabout l'a dit ce matin, il faut travailler, il faut arrêter. Il faut travailler, mais dans des conditions très claires. Je pense que Mansour, c'était un homme qui a été clair, tout le monde reconnaît son intelligence. Personne ne l'a jamais vu tricher. Mansour n'est pas un tricheur, il n'a jamais été, il a gagné ou il a perdu, mais dans le respect des valeurs. Je pense que si on a ces valeurs-là, je pense que le Sénégal, quel que soit le niveau qu'elle soit, on pourra y aller. Vous disiez tout à l'heure, vous étiez en train de mener la réflexion pour l'après-Covid. Il y a une enveloppe qui avait été promise par les pouvoirs publics. 200 milliards, si je ne m'abuse, qui devait être retiré du fonds Force Covid-19. Est-ce que ce montant-là a été mis à votre disposition? Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans les montants. J'écoute souvent mais ça aussi c'est un des défauts. Hein. Je pense que le Sénégal c'est un pays de... Je ne sais pas, moi je suis désolé mais j'ai des problèmes. Le fonds des 200 milliards, c'est un fonds qu'il faut analyser en fonction de la décision du chef de l'État de dire qu'on ne licenciera personne. Donc il faut les garder. 70% des salaires seront payés, mais on vous prête de l'argent pour payer des gens qui ne feront rien. L'essentiel, c'est ça. Donc ceux qui pensent que demain, ils peuvent rebondir et qui ont besoin de mettre au chômage technique certaines personnes, il faut l'utiliser. Tout le monde ne l'a pas utilisé. Je pense que des efforts de communication ont été faits. Certains en ont bénéficié, mais je pense que je ne suis pas sûr qu'on puisse retirer la quintessence. Ça, c'est la première, l'essentiel. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que il faut voir ce qui se passe ailleurs. Il faut absolument que dans ce pays, qu'on puisse avoir un cadre de concertation permanent. Il faut, dans des situations de cette nature, que les gens puissent se retrouver, non pas une fois tous les 3 mois ou tous les 2 mois ou chaque mois, mais régulièrement. Qu'il y ait un cadre de concertation, que toute l'expertise sénégalaise, de quelque bord que ce soit, puisse se réunir dans un cadre en permanence et de manière bénévole, donner des réflexions pour lire le passé, analyser le présent et se projeter sur l'avenir. Il est important qu'un pays doit pouvoir se guider sur la base vraiment d'analyse permanente sur un monde aussi mouvant qu'aujourd'hui. Demain sera complètement difficile d'aujourd'hui. Et il faut absolument déjà, les bases de la réflexion doivent être menées. C'est pour ça que les fonds, c'est important. Mais ce n'est pas seulement les fonds, c'est la relance. La relance, c'est avoir déjà une vision. Qu'est-ce qu'on fera demain? Quel sera le monde de demain? Les paradigmes ont changé. Vous parlez de relance, mais est-ce que sommes-nous si résilients qu'on le dit aujourd'hui? Est-ce que... Quels sont les indicateurs de résilience qu'on nous a montrés? Exactement. Soyons résilients, tout le monde le dit. Est-ce que les universitaires, est-ce qu'on nous a dit qu'on est résilient? C'est la rigueur qui manque. Quels sont les critères de... Tout le monde utilise des termes. Est-ce qu'on est résilient? On est résilient. Et quels sont les critères de résilience? Personne n'est capable de vous le dire. Il faut d'ailleurs commencer par là. Des choses les plus simples qui nous permettent d'avancer. Ensuite, pour la relance. Vous savez, c'est une question de la matière dynamique, c'est physique.
il faut avoir des bases très solides. Pour se projeter, il faut avoir un appui très solide. C'est de la mécanique. Il faut avoir des bases solides aujourd'hui pour pouvoir se projeter demain. Si vous n'avez pas d'appui, vous ne pouvez pas projeter. Est-ce que nous avons les bases? Est-ce que nous avons ces bases? C'est justement ça qu'il faut construire. Et on le construit. Est-ce que nous avons le temps? Le temps n'est pas prêt. Le pays personnel. Quel est le prix à payer aujourd'hui? C'est le travail. Le travail et la rigueur dans le travail. L'analyse, la perception. Je pense qu'il faut en vouloir. Maintenant, ce que nous redoutons dans ce contexte et qu'on voit un peu partout dans le monde, c'est les licenciements. C'est mettre la clé sous le paillasson. Beaucoup aujourd'hui prédisent que beaucoup de petites et moyennes entreprises vont disparaître. C'est quoi la réalité aujourd'hui? Il y a du tout. Vous savez, la Covid n'est pas seulement le scénario catastrophe sur tous les plans, pour tous les secteurs. Il y a des gagnants et des perdants. Il y en aura. Il y a des gagnants aujourd'hui. Autour de vous, vous avez des entreprises qui peuvent être des gagnants. Ceux qui fabriquent des gels, du savon, des choses, c'est des les télécommunications. Les tailleurs qui font des masques, tout ça, c'est des gagnants. Il faut les construire. Ça, c'est les acquis. On profite d'une situation. Toute contrainte peut être changée en opportunité. C'est la règle élémentaire en termes de management. C'est de l'intelligence qu'il faut. La deuxième chose, il faut savoir capter vraiment les clés, les cadres, les lieux de création de richesse de demain. Et ça, c'est la réflexion, c'est de la prospection, c'est de la prospective. Ça, il faut savoir lire ce qui se passe dans le monde. Le monde de demain, il faut savoir où sont les ressorts. Et ça, nous avons des universitaires, nous avons des opérateurs économiques, nous avons des hommes d'affaires. On a tout ce beau monde-là, des administratifs qui peuvent nous permettre de savoir exactement quelle est la configuration probable de l'économie de demain. Et quand vous le savez, vous allez capter, vous allez vous accrocher assez. Quand on parle de la Confédération aussi des employeurs du Sénégal, on parle forcément de l'industrie. Quelle place pour une industrie nationale aussi dans ce contexte-là? Pour l'industrie, tout simplement. Pour l'industrie, oui. Vous savez, je dis toujours aux gens, il y a un dénominateur commun entre développement et sous-développement. Les pays développés sont industrialisés, les pays non développés ne sont pas industrialisés. Donc les dénominateurs, pour moi, c'est forcément l'industrie. Quand vous avez l'industrie, il y a de fortes chances que vous serez développé. Si vous n'en avez pas, vous serez pas développé. Donc c'est vraiment clé de voûte de tout développement. Tous les pays émergents aujourd'hui, leur focus et la bataille mondiale que vous avez aujourd'hui. Oui. Toute la bataille sur la entre transformation les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, tout ça c'est autour de l'industrie. Ce n'est pas autour d'autres choses. On peut avoir des secteurs, mais c'est l'industrie. L'industrie est le cœur. Parce que l'industrie, c'est à la confluence de toutes les contractions de développement. L'industrie, c'est ça qui permet de transformer, c'est ça qui permet de donner des qualifications, de donner de la valeur. C'est l'industrie qui permet de faire de la formation professionnelle. L'industrie, c'est le cœur du système structurel. Vous savez, moi, j'ai participé à l'élaboration du PSE. Et je vous dis, je te laisse privé, mais je vous dis qu'aujourd'hui, le moteur, le réacteur du développement, c'est l'industrie. Il n'y a que l'industrie qui est capable d'avoir un élément mobilisateur, vraiment un élément de structuration de l'économie qui nous permet justement d'avancer. Ça, c'est le principe, la réalité. Il faut absolument. Qu'est-ce que la réalité? Vous savez, aujourd'hui, on parle de champions. Je vous rappelle que dans ce pays, on a connu des champions. Surtout en Afrique, bien avant qu'on parle de l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud. Nous étions le seul pays à avoir des magasins à New York avec les textiles, avant que les Pakistanais et les Chinois ne viennent nous copier. On était le seul pays. On était intégré, l'industrie. De la graine de coton jusqu'à la chemise, on avait notre secteur textile. La pêche, c'est pareil. Il faut retrouver cette dynamique-là. Il faut en vouloir. Il faut se donner des ambitions. Il faut avoir une ambition pour se donner des dessins, un dessin industriel. Et ça commence par se dire que la priorité, c'est la production nationale et non pas l'importation massive. Il y a aussi la production nationale, vous l'avez dit. La production aujourd'hui par rapport à la pêche, au secteur stratégique, la pêche, l'agriculture et l'élevage. Quelle place aussi parce qu'il faut produire avant de transformer. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais même plus loin. Souvent, c'est ma formation, je suis économiste industriel, mais je dis que souvent, il ne s'agit pas d'avoir de l'arachide pour faire absolument de l'huile. Parce que la dimension des ambitions, c'est très simple. Aujourd'hui, on a l'huile. Casse-tête l'arachide. On vend aux Chinois. C'est le scandale. Moi, je pense qu'il faut dire aux Chinois, nous avons de l'arachide. On ne peut pas vous le vendre en graines. Venez installer des usines de trituration avec le Sénégal. On fait de l'huile brute. Vous prenez de l'huile brute, vous en faites de l'huile raffinée et nous, on garde de l'huile. On raffine ce qu'on peut aussi. On perd des tourteaux pour l'élevage et tout ça. Mais je dis simplement que d'une manière générale, il ne s'agit pas d'avoir la matière seulement pour faire de l'industrie.
Je vous assure qu'avec la logique actuelle, on peut être dans un désert à faire une industrie, être compétitif. Ce n'est pas les coûts des facteurs que vous avez, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des secteurs où on n'a même pas de matière première où le faire. Encore une fois, c'est une question de schéma, de volonté et d'ambition. Et je pense qu'on peut y arriver. J'aimerais m'arrêter à une chose. On parle de relance économique pour l'après-Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de relance quand l'État ne paie pas la dette intérieure? Est-ce que les entreprises seront assez solides pour pouvoir continuer avec peut-être les fonds qui seront disponibles? Ça c'est vrai, parce que souvent il y a aussi, c'est vrai, vous avez raison, la dette a été, je pense que d'après les informations que j'ai, il semblerait que sur beaucoup d'aspects, l'État a fait beaucoup d'efforts pour le remboursement de la dette intérieure. La dette intérieure ne concerne pas tous les secteurs de l'économie. En général, c'est les BTP. Travaux publics. On reproche souvent de dire pourquoi les BTP ne travaillent qu'avec l'État. Parce qu'évidemment, travaux publics, c'est qu'avec l'État. Il n'y a que l'État qui commande des ponts et des routes, ce n'est pas des individus. Il y a des questions comme ça qui me posent problème, qui me gênent. La deuxième, c'est que quand vous avez certains secteurs comme les BTP, c'est vrai, puisque les clients, c'est l'État, et ou les collectivités locales, c'est normal qu'il y ait une dette. Je pense qu'il paraît qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais il en reste encore beaucoup. Il y a les écoles, il y a une dette. Et ce qui est la grande question qu'on doit se poser, la relance, sont les écoles. On n'a pas du tourisme, tout ça c'est bien beau. Mais les écoles, c'est la masse critique, c'est l'élément critique de la relance, parce que c'est la formation de notre nation, de la main-d'œuvre de demain. Et il risque d'y avoir des élèves qui n'ont pas ouvert, des écoles qui ne vont pas ouvrir si on ne paye pas la dette, parce que c'est des locataires. Ça, je veux juste souligner cela. Mais disons que d'une manière générale, la dette, c'est un élément essentiel. Mais vous savez, l'industrie, il y a très peu de dettes de l'État. Il y a très peu de dettes. Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas intéressés par la dette. Tout ce qu'on veut, c'est que chaque secteur fasse l'objet d'une analyse concrète. Il faut que le Sénégal fasse des choix. Je suis désolé, on n'a pas fait du saupoudrage, on n'a pas les moyens. Quels sont les secteurs, par rapport à notre logique, quels sont les secteurs que nous voulons développer? Et on y met les moyens. On a fait des centres de concentration d'investissement. Le reste, on ne les abandonne pas, mais il faut faire des choix. Le Sénégal, malheureusement, on ne sait pas faire des choix. Il y a aussi un autre secteur qui n'est pas souvent évoqué, c'est le secteur informel. On a évité le pire, selon certains, d'aller vers un confinement total parce que tout simplement, il y a des gens qui ne pourraient pas supporter. C'est justement le secteur informel. Votre commentaire par rapport à ça? Ça aussi, je pense que vous avez raison, mais il y a des analyses globales. Ce qui me gêne, c'est les analyses globales. C'est que comme dans ce pays, on n'analyse pas très peu de choses. Le secteur informel, déjà, j'ai toujours demandé à nos universitaires de nous définir ce que c'est que le secteur informel. On n'est pas capable d'avoir un consensus. C'est quoi pour vous? Je ne l'ai pas. C'est pour ça que je demande aux universitaires de nous décrire. Moi, je suis universitaire, mais ce n'est pas mon travail maintenant. Mais je dis simplement, il faut qu'on nous dise qu'est-ce que c'est que le secteur informel. Il y a du tout. Quand vous avez quelqu'un qui a des importations, qui est le plus gros importateur d'un produit, que ce soit alimentaire, à coût de milliards, et qu'on dit qu'il est informel, on pose des questions. Et qui paie ses taxes. Non, il faut qu'on arrête quand même. Il faut être sérieux. On peut avoir le gros importateur, le premier ou le deuxième, le plus gros importateur. Beaucoup de denrées, c'est des gens qui sont classés secteur informel. Mais de qui on se moque? Mais c'est ça le problème. Mais qui doit corriger tout cela? On les retrouve dans le secteur informel. Qui doit corriger? Mais je pense que la police de l'État, la police de l'économie appartient à l'État. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce que l'État perd en maintenant justement ces grosses pointures de l'économie dans le secteur informel? Je vous l'ai dit, le Sénégal, c'est le pays des malentendus qu'on cultive volontairement. C'est ça le problème. Tant qu'on s'en sort, il y aura des problèmes. Moi, je dis simplement que quand on dit, par exemple, il y a le secteur, tout n'est pas mauvais dans le secteur informel. Oui. Quand vous avez les tâcherons, quand vous avez les petits mécaniciens, quand vous avez les forgerons, quand vous avez tous ces gens-là, tous ces maçons-là qui sont informels, mais c'est des créateurs de richesse. Ils ne sont pas des stades de répartition de richesse. C'est pour ça qu'il est important de savoir. Il y a ceux qui créent la richesse et ceux qui la répartissent. Mais ils sont laissés ceux qui la répartissent, ce sont des gens qui importent, qui vendent, qui prennent des subsides. Il ne faut pas les mettre sur le même plan que les gens qui n'ont pas les moyens, mais qui sont dans des garages, mais qui ont des produits. Merci beaucoup, Mokhtar Kane, le directeur exécutif de la CNES. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, à la même heure, retrouvez-nous sur nos antennes. Excellente soirée sur la TFM.